Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons aborder pas mal de sujets, pas mal de vocabulaire du franglopoc, puisque nous allons parler des calculs en blinde, des limpers, des fiches, des min bets, des livraisons et du fameux drawing dead. Nous avons basculé dans cet exemple l'affichage en blinde, en BB, pour nous habituer à raisonner en big blind et non pas en montant de jetons. Évidemment, en ligne, c'est facile puisque on peut le faire juste en basculant l'affichage. En revanche, en live, vous devez vous habituer à calculer en big blind de manière à pouvoir situer votre stack et celui de vos concurrents par rapport aux différentes possibilités d'action. Avec un gros stack, qu'on appelle en anglais aussi deep stack ou stack profond en français, on peut se permettre plus d'action et de relance qu'avec un stack moyen ou un petit stack que l'on appellera short stack, stack court, littéralement. Lorsque la situation est vraiment critique en stack, certains disent que l'on a un shallow stack, un stack peu profond. Dans cet exemple, tous les joueurs démarrent une table en short-handed, en 6 max, puisqu'il y a 6 joueurs, avec 75 bébés chacun, ce qui représente un deep stack en tournoi. En cash game, une cave ou un stack que l'on peut racheter si on a tout perdu correspond généralement à 100 big blind. Quand on évalue son stack, on dit par exemple je suis 40 bébés deep, ce qui veut dire que j'ai l'équivalent de 40 big blind. Et si on est en dessous de 20 bébés, on va dire je suis short stack. Maintenant que nous avons basculé notre façon d'évaluer les stacks en blind, voyons les mises de la même manière. Commençons par une mise qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire limper, qui se traduit en français par boiter. Donc boiter comme quelqu'un qui serait boiteux. Ça fait référence à une action de simplement payer la mise minimale d'une bébé pour rester dans la main plutôt que de relancer. Bien que l'option de limper puisse parfois être justifiée dans certaines situations bien précises, elle est souvent considérée comme une mauvaise tactique au poker. Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles limper n'est pas recommandé. Premièrement, limper ne démontre pas une forte volonté de remporter le pot, puisque les autres joueurs qui vont parler après vous auront l'opportunité soit de relancer votre limp et de vous éjecter de la main si vous foldez après leur relance, soit de simplement payer votre limp et donc de participer à la suite du coup avec un minimum de risque. La deuxième raison, c'est qu'en limpant, le pot sera naturellement plus petit, ce qui limite le potentiel de gain avec des mains fortes. Des pots importants se jouent avec des mains fortes, puisque vous pourrez emporter un pot plus élevé. Le but n'est pas de remporter tous les pots, mais c'est de remporter des gros pots avec des bonnes mains ou avec un bluff en faisant folder les adversaires. Et la troisième raison pour laquelle le limp n'est pas un coup trop valable, c'est que justement, vous aurez beaucoup moins de possibilités de faire folder un adversaire en misant une blinde plutôt que de miser par exemple 4 ou 5 blindes. L'un des derniers points à aborder par rapport au limp, c'est que la grosse blinde, elle a déjà payé l'équivalent d'une blinde, puisque justement elle s'appelle grosse blinde. Et donc elle pourra rentrer dans le coup avec n'importe quelle carte, puisque elle n'aura pas besoin de rajouter au pot pour pouvoir voir le flop. Donc elle pourra toucher un flop avec potentiellement n'importe quelle carte.
dans l'exemple que nous voyons ici, imaginez que MP est limpé As-Roi, ce qui est une très bonne main, et que la bébé n'est que 7 et 2. Le flop arrive, et là, le flop, c'est As 7 2. À votre avis, que va-t-il se passer? Eh bien, un carnage. Le fiche en MP qui a limpé As-Roi criera à l'injustice, au bad beat, alors qu'en fait il a creusé son propre problème en limpant, permettant ainsi à la bébé de rester dans le coup gratuitement et aussi à la small blind de compléter euh, la blinde avec simplement une demi-blinde supplémentaire. Vous avez donc compris que lorsqu'il y a plusieurs limpers, quand toute la table limp, on dit d'ailleurs, on appelle ça un family pot, un pot familial où tout le monde rentre, et bien lorsqu'on a plusieurs limpers, plus il y a de limpers, plus vos chances de remporter un coup diminuent, puisque chacun de vos adversaires qui est rentré dans le coup pourra potentiellement connecter sa main avec le board. Ainsi, si vous limpez fréquemment, voire systématiquement, vous pourrez devenir une cible pour les joueurs agressifs qui pourront vous relancer et exploiter ainsi votre profil passif. Vous ferez alors ainsi partie des fameux limp fold, les fiches de base que j'appelle dans mes livres de Poker Instinct des sardines. Donc on oublie le limp, on verra des cas où éventuellement ce limp sera valable, mais c'est un coup qui tactiquement n'est pas valable dans les règles et la stratégie du poker actuel. Vous avez une autre raison que là je vais vous montrer sous forme de calcul euh, de gâcher vos opportunités d'augmenter vos gains. Euh, c'est en faisant un limp tricky par rapport au limp normal, le limp des débutants. Le limp tricky, c'est par exemple un limp qu'on ferait avec une paire d'as, UTG en début de parole, ITG plus 1, de manière à piéger des adversaires agressifs qui vous feraient une relance. Et là, vous faites une sur-relance, un 3 bet, que peut-être cet adversaire va coller avec peut-être une paire de 7 ou bien As-Dame. Voire il va vous relancer de nouveau et vous allez naturellement payer toutes les mises pré-flop et vous aurez de fortes chances de gagner contre un seul adversaire comme vous pouvez avoir à gauche dans ce schéma. Donc contre un seul adversaire euh, où on va all-in pré-flop jusqu'au showdown, donc les 5 cartes vont être tirées du board, contre un seul adversaire, avec n'importe quelle carte, on a 85% de chances de l'emporter contre lui et il n'a que 15%. Ce qui n'est pas zéro, comme on a vu dans un épisode précédent de Good Morning Poker. Mais bon, on est largement devant, on a une équité très très favorable, 85%. Si vous limpez pour limp tricky et que vous vous dites qu'un adversaire va relancer, que vous pourrez donc sur-relancer, mais que ça n'arrive pas, et que il y ait 4 joueurs qui vont limper après vous, donc vous êtes 5 limpers, admettons une table de 6, il y a un seul joueur qui n'est pas rentré, donc on a presque un family pot, et là, on a quoi? Eh bien, on est descendu à 56% de chance d'emporter le coup euh, lorsqu'on est à 5 joueurs post-flop. Et c'est beaucoup moins bien, évidemment, que les 85% qu'on avait. Plus vous embarquez de joueurs post-flop, plus vos chances de remporter un pot avec des bonnes cartes diminuent. Et donc, il faut miser vos bonnes cartes et
c'est vraiment si vous avez repéré le profil de quelqu'un qui a tendance constamment à vous relancer que vous pouvez faire un limp tricky comme cela avec les as, les rois, de manière à le piéger et sur-relancer. Évidemment, les autres limpers vont, euh, vont se coucher. Ceci dit, il y a une autre erreur possible quand vous avez les as comme cela hors de position, c'est euh, donc de limper. Un joueur euh, paye, relance, plusieurs joueurs payent, et vous faites simplement un flat call, c'est-à-dire que vous payez également. Et là, vous vous retrouvez dans une situation avec un pot qui est plus important, évidemment, que si tout le monde avait limpé, mais vous n'avez pas relancé pour diminuer le nombre d'adversaires. Vous voyez la différence dans les deux cas quand vous avez un adversaire ou quatre adversaires. Donc, le but de vos relances et de vos surrelances, c'est d'éliminer les adversaires. On verra un peu plus tard le vocabulaire. Ça s'appelle un ISO raise qui vient de isolation, isolation et raise, relance. Donc une relance pour isoler l'adversaire contre lequel vous voulez vous battre. Euh, et donc c'est le cas lorsque vous faites un, une relance. Vous relancez non seulement pour faire grossir le pot, mais la deuxième bonne raison de relancer, c'est pour éliminer les cas où vous avez des pots avec plusieurs adversaires. Le cas idéal quand vous avez de bonnes cartes, c'est d'avoir un seul adversaire post-flop, au maximum deux. On va parler d'un autre comportement euh, de, euh, de souris, mice en anglais, ce qui veut dire souris au pluriel, donc de joueurs timorés si vous voulez, c'est le min bet, une mise minimale. La mise minimale, comme on voit ici de la part de SB, qui est le premier de parole post-flop, sur un flop 3-5-2 avec deux piques et une potentielle quinte avec As-4 ou 6 et 4. Il faut vous habituer, quand vous voyez un flop, à trouver quelles sont les meilleures combinaisons possibles, les nuts, comme on a vu dans un épisode précédent, et donc d'énumérer les possibilités. Vous avez également une possibilité de flush ici. En effet, avec par exemple un as de pique plus un pique, on aurait un potentiel de flush maximum. Et il y a même des possibilités de can flush avec par exemple as de pique, 4 de pique, on aurait déjà la quinte, le wheel 1, 2, 3, 4, 5, la roue, et en plus si un 4 de pique, donc 1, 2, 3, 4, 5, si un 5 de pique sort, on aura la quinte flush. Voilà, donc pour en venir au min bet et au profil de, de souris, le profil de joueur timoré, ici, le fait d'annoncer une blinde dans un pot qui en fait euh, déjà, euh, il a été limpé, donc c'est un pot qui fait 3, en tout 4, ça montre pas grand chose, ça montre un raisonnement. Quel est le raisonnement du joueur timoré? Je vais miser le minimum pour voir si les autres vont suivre. Si un des autres joueurs, par exemple BB ou MP, le joueur qui est en middle position, relance sur ma mise minimum, ça veut dire qu'ils ont du bon jeu. Et donc, je vais pouvoir avoir l'information que, en fait, ma main n'est pas favorite. Si en revanche, les autres joueurs payent, voire fold ma mise de une blinde, bon ben, s'il fold, j'ai gagné le coup, et s'il call, eh bien je sais que ma main est pas si mal que ça. Ce raisonnement est complètement faux. Parce que si vous êtes à la place de notamment MP
qui est le dernier de parole, vous allez relancer pour représenter une bonne main, comme par exemple As-4 ou par exemple euh, un As de pique avec un autre pique et un potentiel tirage flush. Vous pouvez aussi représenter ici un brelan, brelan de 5, brelan de 3, brelan de 2. En fait, vous pouvez représenter toutes sortes de monstres que le joueur timoré qui a fait le min-bet croira vrai. Vous pourriez très bien avoir juste, par exemple ici, Dame-Valet et faire une relance. Si ensuite le joueur en SB paye, il sera de nouveau à la turn en premier de parole et il devra de nouveau faire une annonce. S'il check, vous allez faire un deuxième barrel, une deuxième mise, ce qui va probablement le faire folder. Et si en plus c'est une dame ou un valet qui est sorti au turn, eh bien vous misez pour value. Et si jamais il comprend que vous êtes en train de bluffer, ça sera très difficile pour lui de suivre avec par exemple ici roi 2 ou dame 3 ou valet 5, juste avec une petite paire. En fait, ça dépendra des joueurs, est-ce qu'ils ont une capacité à se coucher ou pas. Mais en tous les cas, un joueur qui min-bet, et donc surtout en début de parole, va souvent se faire relancer par le joueur qui est en fin de parole, surtout si le joueur intermédiaire, lui, va juste payer le min-bet, ce qui va faire pas mal d'argent mort avec une relance. Donc une relance en MP de 6 ou 7 BB va faire peur aux deux autres joueurs, condition que ce soit des joueurs qui soient justement timorés, et non pas des joueurs qui évidemment sont des calling stations et qui payent n'importe quoi avec n'importe quelle main. Par exemple, ici, quelqu'un qui aurait valet 2 paierait si c'était une calling station, une station qui paye tout. Donc, cette relance de MP à 6 ou 7 BB, elle va très souvent remporter le pot sans montrer ses cartes. Et c'est l'avantage de la position, de parler en dernier de position, c'est la capacité de faire folder des joueurs qui avaient éventuellement une main meilleure. Ici, par exemple, Dame-Valet serait une main moins bonne que quelqu'un qui aurait, par exemple, Valet 2 en petite blinde. Il faut faire une relance relativement forte. En général, on fait une relance du montant total du pot. On dit un pot bet, une mise de la taille du pot. Et c'est vraiment une relance considérée comme grosse. Et donc, les joueurs qui sont fit or fold, des joueurs FOF, joueurs soit j'ai connecté le flop, soit je me couche, sont des joueurs qui vont pouvoir folder suite à ce type de relance. Donc le raisonnement du joueur qui fold ici, qui est timoré, c'est ce pot bet, cette grosse relance, représente une overpair. Par exemple, le joueur en MP doit avoir, par exemple, paire de 8, paire de valet, paire de dame, sans tenir compte du tout de la possibilité qu'il pourrait très bien avoir rien du tout. Voire un monstre, il a touché sa quinte avec As-4. Ou bien il a un brelan avec paire de 3. Tous les joueurs timorés se couchent quand on fait une grosse mise en position. Pour un joueur fit or fold, un joueur obvious, un joueur qui ne raisonne que par rapport à ses cartes, le fait de faire une mise représente une bonne main. Le fait de check représente pas une bonne main. Et le fait de faire une petite mise représente une main moyenne, une main marginale. L'important au poker, comme dit un certain fameux chanteur joueur de poker, c'est pas les cartes que l'on a, mais les cartes que l'on fait croire aux adversaires.
Miser, c'est une façon de représenter des cartes. Je vous rappelle, grosse mise égale bonne carte, petite mise égale carte médiocre. Mais vous avez compris que la vérité est ailleurs. On va parler d'un cas inverse des joueurs timorés, ce sont les calling stations. Les calling stations sont des joueurs qui, lorsque quelqu'un mise, systématiquement payent la mise de l'adversaire. Ce sont des joueurs passifs aussi, mais des joueurs qui vont donc notamment faire check puis call, et c'est pour ça qu'on les appelle les calling stations. Dans cet exemple, MP a payé plusieurs mises de la petite blinde, de SB, dans les différentes streets, et le pot est arrivé à plus de 17 bébés. Vous voyez qu'on mesure toujours le pot en big blind, et donc il est relatif à évidemment le montant d'une blinde. Vous devez vous habituer en live à calculer tous les pots, ce qui vous créera de la concentration d'ailleurs sur les coups, même ceux dans lesquels vous n'êtes pas, pour savoir combien fait le pot et donc quel est le pourcentage du pot que représente la mise. Je sens que les mises traditionnelles, on va dire classiques, tactiques, sont de 1 tiers, 2 tiers, 3 quarts et pot entier, un pot de bête, et éventuellement un overbet au-dessus du pot, par exemple 1,2 fois ou 1,5 fois le pot. Après, ce sont des mises en dehors des clous habituels, par exemple une mise de 10% ou de 1 bébé, comme on vient de voir, ou des mises de 2 fois le pot ou plusieurs fois le pot, sont des mises très très peu usitées. Donc nous voici avec un pot total de 17 bébés. Et donc la dernière mise était de 3,5 bébés. Et MP avec Dame 6 à carreau a espéré au turn faire une quinte avec un 4. C'est donc un tirage où il manquait le 4, 6, 5, 3, 2. On appelle ça un tirage gut shot, puisqu'il y avait un trou au milieu de la quinte. Et sauf qu'en réalité, donc il n'y a pas de couleur, hein, puisqu'il n'y a que 3 carreaux sur le jeu. Mais en fait, même s'il avait attrapé un 4 au turn ou à la river, en fait, il aurait fait uniquement quinte, alors que l'adversaire, qui est en SB, a déjà fait 2 paires au flop, mais surtout a fait, avec l'arrivée du deuxième 5, la doublette du 5, un full house, et 5 et par les 3, par les, pardon, oui, par les 3, oui, 5 par les 3, et il a fait ça avec un 5 et un 3, donc il a dû rentrer avec pas grand chose comme pression pré-flop, donc il a fait un full, et ce full bat la quinte, même s'il avait réussi la quinte. Donc ça aurait été le carnage. Il a probablement engagé beaucoup de jetons MP s'il avait touché sa quinte au turn ou à la river. Et en fait, il était déjà battu. Il n'avait aucune chance. Son tirage était mort depuis le turn. On dit qu'il était drawing dead, c'est-à-dire qu'il tirait mort. Son tirage, même s'il le touchait, il était mort. Une situation où un joueur call tout le temps, même lorsqu'il a des chances très très faibles de s'en sortir, on appelle ça donc une calling station, on appelle ça aussi un sucker, un suceur de roue, si jamais il paye n'importe quoi, même avec la deuxième paire, la troisième paire, une main, une moins bonne main, et on peut emmener comme ça ces joueurs à payer plusieurs barrels, plusieurs mises sur plusieurs streets, et on appelle ça, ce type de joueur, quand il le fait, et qu'on gagne un gros pot en ayant misé plusieurs fois, une livraison.
c'est-à-dire qu'il était drawing dead ou quasiment drawing dead. La plupart de vos gains proviendront plutôt de ce profil de joueur que lors de bluffs extraordinaires. Ces fiches, je les appelle dans mes livres Poker Instinct des poissons clowns, parce qu'ils s'acharnent à payer alors qu'ils sont probablement battus. Pour éviter d'être vous-même ce type de joueur, entraînez-vous à lire le board et à en déduire le type de main que pourrait avoir votre adversaire avec des mises conséquentes. Quelqu'un qui mise une fois pourrait effectivement avoir une main médiocre. Mais quelqu'un qui mise 3 fois sur les 3 streets post-flop, y compris à la river une bonne mise, est-ce que vous pensez franchement que c'est un bluff? Quelles sont les mains qui peuvent vous battre? Dès que vous voyez des possibilités de couleur, de quinte ou des doublettes, comme ici la doublette du 2 et la doublette du 5, attention, il peut y avoir des foules, des carrés, et bien entendu ici des quintes, des brelans. Et donc, lorsque on a ces possibilités de combinaison, il faut calmer le jeu et éventuellement coucher une main qui pouvait vous sembler pré-flop extrêmement valable. Le cas typique, c'est As-Roi, As-Dame sur un baby flop comme cela. C'est peu probable que votre adversaire n'ait rien touché ici sur ce board. Le joueur en SB a fait tapis à la river et on va faire un exemple d'analyse de board. Quelles cartes le font gagner contre notre quinte? Nous, on a une quinte, roi, dame, valet, 19, mais c'est un flop extrêmement riche. Il y a une doublette du 9, il y a des possibilités de quinte supérieure, il y a la paire de 9, puisqu'il y a une doublette du 9. Donc si quelqu'un a une paire de 9, il a carré de 9, qui nous bat évidemment. On a roi 9 nous bat aussi, ça fait un full, des 9 par les rois. Dame 9 nous bat, full des 9 par les dames. Et 10 et 9 nous bat, full des 9 par les 10. As-Valet fait quinte, mais avec l'As, qui est meilleur que notre quinte par le roi. Alors, quelle décision prenons-nous sur un board aussi dynamique, aussi drawy, on dit, aussi riche en tirage? SB a fait tapis quasi instantanément. C'est un timing tell, c'est-à-dire qu'il a instantanément fait tapis. Il a insta-chauve, on dit aussi, puisque all-in ou chauve. Et donc, on peut dire aussi ce timing tell, cette indication de vitesse d'exécution d'une décision, on peut le dire aussi pour un check, un raise, un fold ou un call. Ça donne des mots comme insta-call, insta-check, insta-raise, insta-fold. Ces tells, ces indications en français, nous disent beaucoup sur une main d'un joueur. L'extrême rapidité de son chauve, de son all-in, veut dire qu'il est sûr de gagner ou que c'est un bluff total. Et si on a besoin de réfléchir en fait dans une mise, c'est qu'on est en train de calculer quelle est la meilleure mise que l'on veut faire pour que les gens payent. Donc quand on mise pour value, très souvent le timing tell, c'est qu'on prend du temps et puis on mise. Si on fait un insta check, donc si on check instantanément, c'est probablement qu'on est en tirage, puisqu'on n'a pas évalué l'idée de miser. Et donc c'est un très bon timing tell. Et un insta call, c'est qu'on est aussi en tirage, que quelqu'un d'autre a misé et que l'on veut poursuivre son tirage sans trop calculer si ce tirage est valable ou pas.
Donc ces timing tells, ils ont un autre intérêt, c'est qu'ils fonctionnent très bien online et pas seulement en live. Donc en live, évidemment, c'est une indication très bonne puisque la personne, on l'a en face de soi, on voit comment elle a réagi, mais en ligne, on ne voit pas les gens. Et malgré ça, le timing tell est, est une indication qui marche très bien online puisque l'action est faite très rapidement et on voit si la personne a mis beaucoup de temps ou pas à réagir. C'est pour ça que je vous donne un petit truc euh, en ligne. Si vous avez déjà décidé ce que vous alliez faire, par exemple check call dans votre plan sur cette main, ou, call, ou chauve, quoi que vous ayez décidé, comptez mentalement dans votre tête jusqu'à 5. De cette façon, vous allez effacer les timing tells des adversaires vis-à-vis des adversaires. Et donc vous allez me dire, oui, mais les adversaires ne font pas attention à la vitesse à laquelle on mise, etc. Détrompez-vous, vos adversaires, certains d'entre eux font attention à ce que vous faites. Et ils ne regardent pas que leurs propres cartes, ils regardent aussi la manière dont vous réagissez sur un coup. Et donc, en lissant votre réponse, qu'elle soit un call, un check, un raise, un all-in, comptez jusqu'à 5, même si vous saviez déjà au début, en attendant les autres joueurs, ce que vous alliez faire, ça va vous permettre d'avoir toujours le même temps pour répondre à à une mise ou une demande de décision. Donc, la mise de SB, qui est un insta chauve, un insta all-in, euh, peut vouloir dire deux choses. Peut vouloir dire j'ai une main gagnante et donc je mise tout pour prendre ce qui vous reste. Bon, il nous reste bouton, il lui restait 4 bébés et moi 3,9. Le pot fait 8,8, ça doit être un expresso, un truc comme ça. Et donc, je vais vous prendre ce qui reste. Ou alors, c'est une main euh, qui n'est pas du tout monstrueuse et c'est un coup de bluff pour tenter d'arracher le coup. Par exemple, imaginons il a une paire de 8. Évidemment, il sera payé puisque on doit payer 4 pour gagner ici 8, plus de 8. Mais certains joueurs font ce genre de bluff en désespoir, en se disant perdu pour perdu, je vais tenter de faire folder l'adversaire. Donc, ce genre de mise qu'on appelle des mises polarisées, en fait, euh, elles veulent dire soit je suis devant et j'ai gagné, surtout à la river, hein, c'est typiquement les mises polarisées. On est dans un pôle nord, soit on est au pôle sud, c'est-à-dire j'ai rien du tout, c'est un bluff. Donc j'ai call et en fait il avait une très bonne main avec As-Valet pour la quinte max. À la prochaine.